Salut YouTube, c'est Super Bucky. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto Unraid où... Tu me vois bien là, hein? Ouais, nouvelle caméra, t'as vu? Donc je disais quoi? Oui, nouvelle vidéo Unraid où on va refaire la vidéo que j'avais fait il y a 3 semaines sur les dossiers partagés. Parce que pas mal d'images avaient été crop et du coup c'était pas terrible pour vous. Du coup là, on a le Home Lab qui est tout beau, tout neuf. On va refaire les dossiers partagés. On regarde ça tout de suite. On se retrouve ici sur l'onglet Share où on voit ici quelques dossiers déjà existants. Un dossier média que j'ai créé, un dossier pour stocker les médias, ainsi qu'un dossier Downloads pour tous les films de famille, de vacances que vous pouvez télécharger et que vous souhaitez mettre sur votre serveur. Les dossiers AppData, Domain et ISO et System sont des dossiers qui sont générés à l'installation d'Unraid, qui ont leur utilité spécifique. Nous, on va regarder ici comment créer des dossiers, quels sont les différents paramètres qu'on peut attribuer. On va donc créer un dossier en cliquant sur Add Share. Le share name test par exemple, pour être original, commentaire, dossier de test. La méthode d'allocation. Alors, la méthode d'allocation, c'est la méthode par laquelle vous allez choisir que vos disques se remplissent au niveau de votre grappe. Je rappelle rapidement, Unraid fonctionne avec une grappe sur laquelle il y a plusieurs disques que vous mettez et un disque de parité qui est là en cas de défaillance d'un ou plusieurs disques sur cet arrêt. Plusieurs méthodes. La méthode iWater. Attends, je te montre un petit schéma. Tada! Petit schéma que tu peux trouver sur le wiki de Unraid. Alors, comment fonctionne la méthode iWater? En gros, ça va être un remplissage progressif des disques de sorte à ce que chaque disque soit autant rempli. Par exemple, au début, il va commencer par remplir les disques de plus grosse capacité, puis vers le second disque de plus grosse capacité, etc., etc. De manière que, au fur et à mesure que tu vas remplir, par exemple, si on est ici, le pourcentage de remplissage de chaque disque sera égal. De manière à ce qu'en théorie, quand ta grappe est pleine, tous tes disques seront pleins. En gros, on va dire que c'est la méthode qui te permet d'optimiser au mieux le volume rempli de ton arrêt. T'as compris? Ouais, t'as compris. Seconde méthode, most free. Celle-ci, elle va pas se prendre la tête. Elle va regarder les disques sur ton arrêt. Le disque qui aura le plus de place, paf, elle mettra le fichier. C'est pas plus compliqué. Enfin, la méthode fill up. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement prendre les disques dans leur ordre, 1, 2, 3, 4, remplir le premier, une fois qu'il est terminé, remplir le second, et ainsi de suite. Après, concernant le choix que tu vas faire, ça dépendra de ton utilité. Une méthode comme la méthode iWater va remplir un petit peu sur chaque disque. Ce qui est bien, c'est que ça va maximiser le volume global utilisé sur chacun des disques, tous les disques vont être utilisés. Après, tu peux avoir un point négatif dans le sens où tous tes disques tourneront de manière constante, vu qu'ils seront tous un peu utilisés. La méthode MostFree, quant à elle, fera la même chose, à part au début où ça tapera souvent sur le même disque. Et la méthode FillUp, elle, va juste remplir basiquement, et du coup, le disque 4, ça sera le dernier qui sera rempli. Donc en gros, au début, ça utilisera que le disque 1, puis les 2 premiers disques, puis les 3 premiers disques. Voilà. Tu réfléchis à ça et tu choisis un peu quelle méthode tu souhaites. Moi, pour le stockage que je fais, j'utilise la méthode iWater parce que j'ai pas une grosse grappe, encore plus sur le Home Lab, mais même sur mon serveur de prod, je dois avoir quelque chose comme 10 Tera. C'est peu et beaucoup à la fois selon ce que tu veux faire, mais voilà, j'essaie vraiment d'optimiser l'espace. On retourne sur le Home Lab. Donc nous, on va rester du coup sur du iWater.
Le minimum free space, c'est au moment où il va choisir de mettre tes fichiers sur tel ou tel disque de ton arrêt, il va le checker avant si sur ce disque là tu as l'espace minimum disponible. Donc pour éviter des conflits d'écraser, donc je conseille de mettre au moins quand même 1 giga de minimum d'espace disque disponible. Le split level, c'est ce que tu vas autoriser au niveau de ton arborescence des fichiers que tu vas mettre sur ta grappe comme séparation. Par exemple, si tu laisses en auto et que tu utilises la méthode iWater sur un dossier qui aura, je sais pas, 4 sous-dossiers et 12 sous-sous-dossiers, iWater va distribuer un peu sur chaque arrêt des dossiers, clac, 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 pour répartir de manière proportionnelle comme le fait la méthode iWater. Si tu laisses en automatique, ça fera comme ça. Si tu mets ça, tu vas splitter seulement le dossier principal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si tu veux garder tous tes dossiers sur un même disque, je te conseille de ne pas mettre le split. Si tu t'en fiches et si tu as confiance en ta grappe et en ton disque de parité, tu peux laisser en automatique. Voilà. Include disk et exclude disk. En gros, c'est les disques de ton arrêt que tu vas choisir d'intégrer ou d'exclure pour le dossier test que nous sommes en train de créer. Par exemple, tu peux très bien dire à la place de all, je veux que le disque 1 d'inclus. Après, si tu mets disque 1 et 2, c'est comme si tu mettais les deux ici. Hein. Bref. Tac, tac. Et à contrario, excluded disk, tu veux dire tous les disques sauf le disque 2 par exemple. Donc c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Soit c'est tous sauf un, soit c'est aucun sauf un. Voilà. Le cache. Donc là on aborde comme une partie assez importante pour Unread. Oh. Blablabla, blablabla et blablabla. Alors, si tu fais no, le cache du coup ne sera pas utilisé et en gros les fichiers seront directement stockés sur ton arrêt. Ça c'est intéressant de l'utiliser pour des fichiers que tu ne bougeras pas, dont tu n'as pas utilité. Genre par exemple si tu télécharges beaucoup de films de vacances, t'as pas besoin forcément que ça passe par ton cache. Ils sont stockés, ils sont là, voilà. Si tu choisis yes, là bah tu vas utiliser ton pool de cache. Tant que bien entendu tu auras assez de place au niveau du cache. Si jamais tu n'as plus de place au niveau de ton disque de cache, les fichiers seront donc créés sur l'arrêt et non sur le cache. Et lorsque tu lanceras le mover, on reparlera du mover, hein, les fichiers qui sont sur tes disques de cache iront sur ton arrêt. En gros, tant que tu as de la place sur ton disque de cache, ça va sur le cache. Puis, soit quand tu n'as plus de place, soit quand tu utilises le mover, ça va sur ton arrêt. Si tu utilises only, tes fichiers iront uniquement sur ton disque de cache. Donc ça peut être intéressant pour des fichiers où tu as besoin d'un accès rapide. Tu vois ce que je veux dire? Si admettons tu n'as pas d'autres SSD comme moi j'ai en ESA9, si tu n'as pas d'autres SSD par exemple, tu peux très bien mettre, même si c'est pas forcément conseillé, tes machines virtuelles dessus. Comme ça tu auras le temps d'accès d'un SSD plutôt que de l'arrêt qui lui est assez lent. Enfin, prefer c'est quasiment la même chose que yes. Ça va utiliser l'arrêt dès qu'il n'y a plus assez de place. Et enfin, prefer va quasiment faire la même chose que l'option yes, c'est-à-dire utiliser ton cache. Dès qu'il n'y a plus assez de place, ça ira sur l'arrêt. Par contre, ce qui va changer, c'est quand il y aura le mover qui sera utilisé,
On voit ici, les fichiers sous-dossiers seront transférés en dehors de l'arrêt et retourneront au niveau du cache. En gros, tant que tu as de la place sur le disque de cache, tes fichiers seront sur le cache. Dès que tu n'as plus de place, ça va sur l'arrêt. Et dès que tu as à nouveau de la place sur le cache, ça revient sur le cache. Donc c'est une méthode qui est plus souple que only. En gros, si only c'est vraiment strict, c'est toujours sur le cache. Prefer c'est toujours sur le cache, sauf quand il n'y a plus de place. Dès qu'il y a de la place, ça revient sur le cache. Et bien sûr, si tu utilises no, là tu seras jamais sur le cache. Donc nous, on va mettre pour ce dossier de test, on va le mettre en yes. On va utiliser le cache. Enfin, enable copy and write que je te conseille de laisser en auto pour qu'il puisse gérer automatiquement le fait de pouvoir copier ou non sur ton dossier. Une fois que c'est fait, on peut ajouter le dossier. Bravo, le dossier est créé. Si jamais tu n'es pas content, tu peux le supprimer en cliquant ici puis ici. Ce que nous n'allons pas faire. Ici, tu as les paramètres de sécurité SMB Samba du coup. Tu as le nom export. C'est pour dire en gros ici si oui ou non le dossier peut être vu sur le réseau. Si tu mets yes, il est visible. Si tu mets no, il n'est pas accessible. Si tu mets yes, il n'est pas visible, mais il est accessible. Donc nous on va le mettre en yes. Case sensitive name. En gros, si tes dossiers sont sensibles à la casse, moi je te conseille de le mettre en auto, comme ça il pourra gérer selon si tu as des configs sous Linux, des configs sous Windows. Il va gérer lui-même pour faire de sorte à ce que ce soit visible par tous les types de configs. Donc laisse en auto, c'est très bien comme ça. En général, tu changes ça si tu as vraiment une architecture spéciale sur ton réseau, c'est-à-dire que du Linux ou que du Windows ou que du macOS par exemple. Security. Public. Pas forcément recommandé sauf si tu te fiches de ce qui peut se passer à l'intérieur de ce fichier. Public. Ça autorise même les personnes qui ne sont pas authentifiées, donc les guests, à avoir un accès en lecture et en écriture. Bah, génial, génial. Hein. Mais bon, pour des dossiers où tu veux genre donner un accès facile aux gens qui vont sur ton réseau pour prendre un fichier, voilà, tu fais ça, tu t'embêtes pas à créer des authentifications, quoi. Secure. Tout le monde peut voir, mais seuls ceux qui sont authentifiés peuvent écrire. Donc ça peut être pas mal là pour des choses qui sont en lecture seule, quelque chose que tu veux montrer, mais tu ne veux pas que ce soit édité. Et private, là, si t'es guest, t'as pas accès, faut que ce soit un... Enfin, private, le guest il n'a pas accès, ce sont seulement les utilisateurs authentifiés qui peuvent avoir les droits de lecture, d'écriture, ou seulement de lecture seule, ça dépendra des droits que tu auras donnés à ton utilisateur. Donc nous, on va commencer par mettre en public pour voir ce qu'on peut faire. Donc là, si tu as suivi mon tuto, je te dis bravo, tu as créé le dossier test sur ton Unread. Je vais te montrer maintenant une vue du réseau local. Voilà, là ici c'est mon Superboki Lab. On a tous nos dossiers avec le fameux dossier test. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, on ne peut pas le supprimer. Est-ce qu'on peut créer quelque chose dedans, comme ça? Donc là je suis pas enregistré, là je suis en tant que guest. Hein. Toto, j'ai pu créer Toto. Dedans, est-ce que je peux créer un fichier? Oui. Est-ce que je peux écrire dessus? Oui. Est-ce que je peux le supprimer le fichier? Oui. Est-ce que je peux supprimer le dossier? Oui.
Donc tu vois là, on a vraiment tous les droits. Lecture, écriture, tout ça. On va retourner sur le dossier test. Cette fois-ci, on va le mettre en hidden. J'applique. Et là, tu vois qu'il n'y a plus le dossier test. Sauf que si je fais ça, / test, on y a accès. Tu vois là, il est juste caché. Ensuite, bon, je te le mets pas en no parce qu'il n'y aura pas d'intérêt pour nous. Là, on va le mettre en secure, d'accord? Donc, tu te rappelles ce que c'est secure? En gros, tu peux voir le dossier. Il est là. Mais sauf que tu peux rien faire dedans. Tu peux juste voir ce qu'il y avait déjà à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Créer un utilisateur. Comment on fait ça? Je te montre. On arrive ici sur la section User où nous allons créer l'utilisateur SuperBookee. On va mettre utilisateur au grand pouvoir, un mot de passe et vous pouvez respecter le format requis. Ah oui, ouais. Suis-je bête? Donc là, on va retourner sur l'utilisateur SuperBookee et on va voir que par défaut, il a les droits de lecture et d'écriture sur tout, sauf sur test. On va lui ajouter. On applique. Pour vérifier, on retourne sur le dossier share et on voit quand on va dans test que SuperBookee a les droits de lecture et d'écriture. On retourne sur notre réseau local, on voit notre dossier test et on va voir si je peux ajouter quelque chose. Ça fonctionne parce que sur mon réseau, là, sur mon PC de base, je m'appelle bien SuperBookee et j'ai mis le mot de passe qui correspond à mon mot de passe de ma session. Est-ce que je peux supprimer? Oui, je peux supprimer. Parfait. Enfin, je vais tester en private. Là, on voit que ça a changé et que SuperBookee n'a aucun accès. On va le mettre en lecture-écriture, on applique. Et j'ai bien accès à mon lab. Par contre, si là, je mettais No Access, je vais essayer de vous montrer pour ne pas tricher, je vais cliquer sur Appliquer et remettre l'Explorer. J'applique. Donc là, j'ai plus les accès. Je vais faire F5 pour actualiser et normalement, j'aurai plus accès au SuperBookee Lab. Voilà. Là, il me demande une authentification, mais vu que je n'ai accès à rien, je peux très bien mettre SuperBookee et mon mot de passe. Ça fonctionne pas. Du coup, voilà, il trouve plus. Tu vois là, je peux plus accéder au dossier test. Ok, c'est tout pour la vidéo sur les dossiers partagés. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'en faire part. Tu marques ça dans les commentaires. En attendant, on se retrouve à très bientôt. N'hésite pas à mettre le pouce bleu, partage sur les réseaux, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao.